J'ai entendu dire que la poésie était un art de fou. Oui, je l'ai entendu de vous. Laissez-moi vous dire qu'au commencement était la parole et que tout a été fait par elle. Je ne réitère pas qu'une vaine parabole. Moi, la poésie me donne des ailes. Je te le dis car dans tes yeux innocents sonne un cœur qui bat. Dans ce cœur qui bat sonne le cri de l'art. Pas au son de 72 claquements, mais au bruit assourdissant de mille et un désirs. Faire du monde un chant élyséen. Répondre à l'appel de la passion. Bonjour Nanlou, Bonjour. bienvenue sur le plateau d'Anteling, nouvelle saison, nouveau décor. Content d'être avec nous? On l'a constaté. Oui, ça va. Ça va, merci. Merci à vous pour l'invitation déjà. Et puis, voilà. C'est un honneur de vous recevoir. Il faut rappeler que vous avez été récemment prix national Bernard Dadier, du jeune écrivain. Comment on se sent après un prix pareil? On se sent plein de reconnaissance, mais aussi investi de quelque chose parce qu'on n'est plus la même personne. On ne sort pas d'une distinction pareille en étant la même personne. On se dit qu'on est beaucoup plus... on se met beaucoup plus de pression au-delà de la reconnaissance déjà, hein, parce qu'on se dit est-ce que ce prix-là, on le mérite? On se pose valablement la question. Après, on s'est dit si on l'a eu, c'est parce que quelque part, il y a du travail qui est fait. Donc, c'est de la reconnaissance, mais de la reconnaissance assez mesurée. Se donner les moyens de le mériter dans le futur. Pour pas qu'on se dise ah, ce gars-là, on lui a donné le truc là, est-ce que... On le comprend bien. Alors vous le méritez, enfin je pense bien que vous le méritez pour avoir lu La Marche du Feu, long poème de Nanlou, qui a obtenu le prix national Bernard Dadier du jeune écrivain. Je rappelle, il faudrait toujours courir après l'émission, se procurer ce livre et vous faire vos propres idées, chers lecteurs. Concrètement, La Marche du Feu. Lorsqu'on lit le texte, et vous allez le lire, j'en suis sûr, lorsqu'on lit ce très beau poème, je le dis, je l'ai lu, on voit énormément de références à la lumière, au feu. Par exemple, c'est l'histoire d'une marche entêtée, celle d'une étincelle qui tient tête à la lune. Donc, étincelle, lune, toujours dans l'idée de lumière, d'éclairage. Pourquoi cette référence, cette obsession pour la lumière, pour tout ce qui éclaire? Nemlou à la base. Donc, Nemlou, vous allez voir mon... Donc, votre nom? Vous voyez mon nom, donc j'ai comme ça, j'ai sémé comme ça dans ma marche, plein de références à la lumière. Je fais référence notamment aux lucioles Bien sûr. aussi. Voilà, je ne vais pas en dire plus. Aux lucioles, etc. Parce que pour moi, même le nom déjà, Néolou, qui veut dire parole de feu, moi je me suis attaché à parole de feu. Sinon le nez, c'est aussi la lumière. Ok, donc lumière. Nain qui veut dire lumière. Donc moi, après, il y a Ariel que j'adopte aussi, qui fait référence à la lumière. Pour moi, ce sont ces choses-là. Parce que la lumière, quand elle est mal dosée, on va dire ça, elle peut Éblouir. éblouir, aveugler même, parce que quand il y a trop de lumière. Donc, trouver le moyen d'utiliser donc la lumière, que ce soit la lumière, que ce soit le feu, peut-être on arrive en même temps dans la marge du feu, mais que ce soit la lumière, que ce soit le feu, pour qu'on lui donne l'utilisation. Pour moi, c'est ce qui va faire la différence. Donc, cette référence, cette grande référence à la lumière, en tout, c'est ce que je veux assigner à ma carrière, à ma mission d'écrivain. Surtout à votre écriture. Je Voilà. continue avec la lumière, on n'en a pas encore fini. Ici, on éclaire la lune à la lampe tempête. Évidemment, on va vous demander de l'expliquer. Mais est-ce qu'au final, vous n'êtes pas en train de dire ou de penser que le poète est un illuminé, ou plutôt un guide qui doit éclairer ses lecteurs ou le peuple? Évidemment, il y a un attachement très fort à la patrie, ici, on y reviendra. Mais au final, est-ce que la lumière, ce n'est pas ce flambeau que porterait le poète pour vous, en tout cas? Pour moi, c'est la lumière sous toutes ses formes. Et si vous voyez, ici on éclaire la lune à la lampe tempête, au-delà même de la lumière, c'est c'est la foi. Mais la foi qui peut être trop grande, la foi qui tire, qui tutoie l'utopie, on va dire ça. Donc au-delà même de la lumière, puis c'est cela en fait. Parce que la lumière, on a besoin d'un faisceau de lumière pour mettre à mal les ténèbres. Donc le poète se veut flambeau, se veut lumière sur le chemin, mais si vous voulez, le poète se veut espoir aussi. Parce que quand il fait nuit,
Et quand on prône la lumière avant qu'elle n'arrive, nous on la porte sur la langue. Donc on prône la lumière avant qu'elle n'arrive, même quand il n'y a pas parce que le flambeau nécessite, je veux dire, le flambeau, quand on parle de passer le flambeau, il faudrait que le flambeau existe. Mais nous, si on estime qu'on ne porte pas de flambeau, ne serait-ce que ça, nous, on veut déjà porter la lumière là au bout de la langue pour dire aux gens que la lumière arrive. Très même bien. si nous ne sommes pas des porteurs, nous annonçons, nous sommes des héros. Vous avez dit une phrase que je retiens. Ici, on porte la lumière sur la langue. Au final, le poète qui est porteur de flambeau, le poète qui est celui qui guide avec la lumière, le poète qui éclaire, le poète illuminé, beaucoup de lumière, le poète qui porte ou qui est presque à la tête de la procession, de cette procession qu'est la marche du feu. Est-ce que vous pensez que la poésie ou les poètes ivoiriens ont apporté quelque chose de concret à la réduction des crises en Côte d'Ivoire? Les poètes. Depuis Dadier au moins. Depuis Dadier au moins. Jusqu'à vous aujourd'hui, déjà que vous portez l'étiquette de son prix, donc il y a quelque chose de l'ordre d'une transmission. J'avais dit que ça allait être, ça fait beaucoup de choses. Et puis c'est ça en fait. Aujourd'hui, quand on entend le prix Dadier, on se dit ah, et on peut nous en demander un peu plus, mais bon, c'est de bonne guerre. Est-ce que les poètes ont apporté beaucoup de choses? Je dirais oui. Bon, peut-être parce que nous on est, peut-être parce que de par ma fonction d'écrivain, je m'intéresse à ces choses. Peut-être ça. Mais pour nous, quand on a lu Dadier, quand on a rencontré Dadier et qu'on a... Lui, il arrive bon, ceux qui l'ont rencontré vont peut-être témoigner, mais il arrive à nous insuffler ces choses-là, à nous emmener à comprendre ce qu'est la résistance, à nous emmener à comprendre, parce que Dadier, quand il commence, j'insiste sur lui, hein, après, il y a d'autres qu'on a pu rencontrer, il y a d'autres avec qui on a pu échanger. Quand on arrive sur Dadier, l'époque où Dadier lui commence, Dadier qui a fait la prison, qui a fait toutes ces choses, mais qui, et puis dans son écriture, arrive à porter ces choses et puis à nous les insuffler aussi. C'est ça l'idée. Est-ce que les poètes ont apporté quelque chose de concret? C'est la question. Je ne pense pas qu'à Dadier, on peut citer, j'ai parlé de Josué Guébo, Tibius Kofi, Gros Zirignon, Noualik Seboni, Tanela Boni, Véronique Tadjo. Tanela Boni, merci. Est-ce que vous pensez qu'avec tous ces livres, et je constate également qu'il y a de plus en plus de jeunes qui pratiquent de la poésie. Je pense que le nombre de recueils de poèmes qui sortent par an en Côte d'Ivoire est effrayant. Bon, effrayant, je ne sais pas. Effrayant, selon où on se situe. Est-ce que... Moi, je suis écrivain, je n'ai pas je suis critique, je suis lecteur, donc c'est un avis. Donc, effrayant ou encourageant? Je ne suis pas habilité à dire... Bon, on saura où se situer. Cher lecteur, est-ce que le nombre de recueils de poèmes qui paraissent en Côte d'Ivoire est soit effrayant ou encourageant, ou est de bon augure pour la littérature ivoirienne? Vous le direz très bientôt. Donc, question très simple. Est-ce que vous pensez qu'au regard de toutes ces publications, la poésie a pu aider à résoudre les crises, soit identitaires, soit sociales en Côte d'Ivoire? Parce que constamment, les poètes écrivent sur les mêmes questions. Identité, les crises, la mémoire de la guerre. Est-ce que vous arrivez à penser les plaies que vous dites penser ou guérir? Chacun sème son grain de lumière. Chacun sème son faisceau. Moi, je ne suis pas là à juger. Pour moi, hein, parce que je ne vous apprends rien, mais pour moi, chacun sème son faisceau de lumière. Et je pense personnellement que pour leurs lecteurs, peut-être ça, peut-être qu'il va falloir vulgariser leur... voilà. Je me dis, personne n'a la prétention de régler toutes les peines du monde. Seulement, d'autres écrivent, et bon, ça c'est mon cas, beaucoup plus pour poser ces questions. Parce que les questions, quand elles sont posées, en effet, quand elles commencent à être posées, à être mises sur la table, quand on a l'habitude d'entendre des choses assez violentes, que le poète arrive à les mettre, même dans leur violence, mais leur donner une belle on va dire quoi, de beaux habits, donc la violence avec de beaux habits. Quand on arrive à créer ces choses, peut-être les poètes la font sentir moins, voilà. Avec moins de violence. Voilà, avec moins de violence, mais en même temps, ça arrive à sonner les choses, à faire comprendre les choses. Moi qui, en plus, le dis sur scène, je me dis que là-bas, l'effet est beaucoup plus... Là-bas, hein, quand je dis là-bas, c'est beaucoup plus sur scène. Sur scène, on le sent beaucoup plus. Des personnes qui comprennent ces choses, qui à l'écoute de certains textes tirés d'ailleurs d'ici,
Et puis là-bas, quand on finit un spectacle, des gens qui viennent et puis les réactions, même sur les réseaux sociaux, quand ça continue, on se dit que quelque part, des choses qui sont en train d'être faites. Mais comment est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut quantifier, est-ce qu'on peut véritablement mesurer cela? J'en doute, mais je crois fermement que Vous croyez chacun, fermement oui, que chacun sème son que la poésie arrive à résoudre les crises, ou du moins essaie. non, non, En pas tout cas, arrive à résoudre. C'est pas ça. Nous, est-ce qu'on a ça comme mission? Je sais pas. On arrive à aider à supporter peut-être. On arrive à poser de nouvelles questions dont la résolution vont nous emmener à, voilà, sur le bon. très bien, on vont retiendra nous que faire le poète est un enrobeur de violence. avancer. Mais on va en reparler un peu plus tard. Là, maintenant, on va recevoir quelqu'un qui a lu le texte, qui dit l'avoir aimé, qui a 2 ou 3 questions à vous poser. Maintenant, l'instant lecteur. Alors, Néerlou, je l'avais dit, nous recevons maintenant une lectrice qui a lu le livre et qui on a dit beaucoup de bien. Elle est avec nous, Paul Valérie Yavo, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue sur le plateau d'Entre les lignes. Merci. Alors, vous avez lu La Marche du Feu de Néerlou. Oui. Je sais également que vous êtes étudiante en master de lettres modernes, donc ça veut dire grande lectrice. Oui, oui, oui. Master lettres modernes, option roman français particulièrement. Option roman français. Alors finalement, vous êtes en roman français, vous étudiez le roman français, donc Oui. une grosse tête en termes d'histoire de la littérature française. Je salue d'ailleurs tous les étudiants du département de lettres modernes de l'Université de Cocody, également de toutes les universités de Côte d'Ivoire. Donc roman français, et vous lisez de la poésie ivoirienne. Oui, particulièrement Ariel, parce que je viens de le découvrir, sinon il n'y a pas longtemps. Et j'aime particulièrement ces images dans La Marche du Feu. Ah. Il y a de fortes images à l'intérieur. De fortes images à l'intérieur, on en a parlé il n'y a pas très longtemps. Paul Yavo, il est à vous. Première question. Alors, quand on vous lit, comme je disais tantôt, il y a de fortes images dans La Marche du Feu. Ce que je veux savoir, d'où vous vient l'idée de transcrire ces images-là dans La Marche du Feu? Merci pour la question. Déjà, merci pour l'intérêt aussi. Les images, La Marche du Feu. C'est de la création, mais beaucoup plus de dictée. Nous, ce qu'on recherche, donc ce que je recherche en premier lieu, c'est la transgression. La transgression, et quand on mêle la transgression à de la création, donc c'est pas que la réinvention, mais de la création. Donc prendre des mots, des termes, des idées, des images qui existent, et puis les coller, mais faire sonner l'invraisemblable. Et puis il y a aussi l'idée de dérouter. Et quand on mélange tout ça, on les met dans un bon bol là, et puis on mixe, ça donne ce que ça donne. Elle a raison, parce que je prends la page 29 par exemple, je lis « Nous irons verser notre colère dans les gerçures du temps, et le rire de l'espoir craquait l'os des chants d'agonie. » On voit vraiment qu'il y a un vrai travail sur les images. Voilà, c'est ça, c'est un peu ça. Et quand on parle de chant d'agonie, je me demande bien si... Donc, deuxième question, j'espère que ça se fait déjà par la première question. Est-ce que c'est bon Oui. déjà? Oui, là c'est bon. Alors la deuxième question, étant donné que vous êtes également slameur, on sent aussi une marque d'oralité dans La Marche du Feu. Ouais, il y en a absolument. Absolument. Il y a ceux qui sont habilités à ça, qui ont dit que je faisais de la poésie néo-oraliste. Ceux qui sont habilités à ça. Je dis absolument parce que La Marche du Feu a emprunté beaucoup à Mécène. Et Mécène aussi. Donc, absolument, il y a ce qu'on dit dedans en écrivant forcément, qu'on le veuille ou non, en tant que slammer, en tant que quelqu'un qui a l'habitude de dire ce texte. En écrivant, souvent, on essaie d'ajuster pour que, voilà. C'est vrai que ce n'est pas typiquement ce qui est dans le livre qui est dit sur scène, mais les ajustements même prennent en compte la voix. Donc, même en écrivant, c'est peut-être ça un avantage. Très bien. Alors, Néerlou, écrivain à l'oral, écrivain sur papier, La Marche du Feu de Néerlou à acheter, à se l'offrir immédiatement. Merci Paul Yavo pour ce beau moment d'échange sur la littérature. On vous souhaite beaucoup de chance pour la suite de vos études. Merci. Mais vous ne partez pas. Il y a quelqu'un d'autre qui n'est pas sur le plateau, qui a son téléphone quelque part dans la ville et qui va maintenant poser sa question. Place à la question selfie. Bonjour Nielou, je me nomme Paul Alfred Akwa. Alors, j'ai lu votre livre qui est très intéressant d'ailleurs. La question qui me revient est de savoir
comment devient-on un slammer? Merci. Alors, comment est-ce qu'on devient slammer? Comment est-ce que je suis devenu slammer? Je veux dire, avant d'être slammer, déjà, il faut être un poète. Faut être un poète, faut être curieux. Faut être curieux et faut être authentique. Je parle de curiosité, d'authenticité avant le génie, mais il y a déjà des prédispositions. C'est être poète. Donc moi, je parle plus de... C'est cela, la prédisposition, être poète. Et puis après, donc le génie. Après le génie, l'authenticité. Après l'authenticité, la curiosité. Donc essayer de cultiver une certaine différence, une certaine particularité. Donc savoir écrire, mais savoir dire, ne pas avoir des faiblesses quand on est face à un public. Ça, c'est déjà une bonne base. Avoir des aptitudes à articuler, à bien dire, ça, c'est, on va mettre ça dans l'ordre du génie. Et puis voilà. Donc, je vais dire, je résume, il y a génie, il y a authenticité, il y a curiosité. Si on a ça, là, on est bien parti. Alors, Nanlou, merci pour cette belle réponse. On espère que notre lecteur est satisfait. Alors, au final, tout le monde peut devenir slammer. Tout le monde, tous ceux qui ont des prédispositions. C'est quoi ces prédispositions dont vous Ces parlez? prédispositions, c'est être déjà un poète à la base. Être déjà un poète à la base. Donc, on va revenir sur qui peut être poète, etc. Ça nous emmène loin encore. Donc, il y a déjà chez toute personne des prédispositions à la poésie. Chez toute personne, je ne sais pas. À faire de la poésie, oui, mais être poète, je ne sais pas. Très bien. Alors, quelles sont ces prédispositions qui permettent de reconnaître un poète? La sensibilité, par exemple. La sensibilité et l'envie de dire différemment. L'envie de dire différemment. C'est cela. L'envie de transcrire différemment. Donc, quelqu'un qui, quand face à une situation normale, utiliserait des termes normaux. Voilà, donc nous, moi je dis plus ce que je ressens. La sensibilité. Face à des situations, quelles qu'elles soient, moi, ce qui me vient, c'est pas ce que l'autre aurait dit, ou du moins, je ne l'exprime pas comme l'autre aurait exprimé. Je pense que ces petites choses-là, c'est vrai qu'elles ne sont pas perceptibles tout de suite, c'est difficile à quantifier, ne sont pas palpables, mais c'est des choses qu'on ressent. Voilà. Les choses qu'on ressent, très bien, choses qu'on ressent, de la sensibilité, de l'originalité. Ça tombe bien, l'auteur à qui nous rendrons hommage aujourd'hui est un auteur connu, sensible, très singulier, place aux grandes plumes. Musicien, romancier, poète, novelliste, dramaturge et journaliste ivoirien, Tiburce Kofi est l'une des figures de proue de la littérature ivoirienne contemporaine. Héritier littéraire de Zadi Zaoro, auteur de 13 livres, tous distingués par de nombreux prix littéraires, il a été salué en mai 2022 par le Grand Prix national Bernard Dadier pour l'ensemble de son œuvre. Fin analyste de la vie politique et culturelle ivoirienne, Tiburce Kofi construit une œuvre dense et complexe qui interroge le passé, le présent et l'avenir de la société ivoirienne. Né le 12 avril 1955 à Bouaké, Tiburce Kofi poursuit sa quête de la perfection esthétique dans ses romans, poèmes, essais et pièces de théâtre. Il a récemment publié L'Itinérant, un roman aux éditions Eburny. Tiburce Kofi, écrivain, critique, essayiste, mais également fait analyse de la vie politique ivoirienne. Tiburce Kofi, que j'imagine que vous avez lu en tant que poète, parce qu'il est également poète. Oui, il est poète, on l'a lu forcément, ses essais aussi. C'est un très grand écrivain, même si, il faut l'avouer, voilà, fait analyse politique, ces analyses, je ne les partage pas toujours. N'empêche qu'en tant qu'homme de culture, lesquels, par indéniablement. Pour être plus précis. Je ne pense pas que ce soit le lieu, mais... Non, mais je pense que la littérature est un lieu de partage. Non, mais ce que je parle plus de... Moi, je veux dire, ces dernières années, pour ces positions qui varient, ces positions ont quand même varié. Et c'est des choses peut-être peut-être que je n'ai pas la même lecture que lui, et moi je respecte sa lecture parce que pour l'homme de culture que je connais, c'est indéniable, il a forcément ses raisons. Et puis voilà, donc quand on aura
la possibilité peut-être d'en parler jeudi dans un endroit qui est dédié, on pourra entrer dans les... Nainlou, poète, activiste littéraire, activiste culturel, également slammer, je le cite, écrivain, poète, slammer, ivoirien. Ça a été un plaisir de vous avoir reçu, Nainlou, pour parler de la marche du feu, parler de poésie, de slam, de culture, de littérature africaine en général. Je vous dis au revoir et à très bientôt. Chers lecteurs, ainsi prend fin notre aventure avec Nainlou. Nous nous reverrons très bientôt, mais comme d'habitude, je ne vous laisse pas seul. Il y a un slammer qui a quelque chose à vous dire. À très bientôt et à la semaine prochaine. Le coq du jardin d'Éden, poète de l'école traditionnelle. Befama fatole, befa manjandoa. Ati anyon jaousu. Be nyon anti klamli sange besi ati, tche. Omlimanli. Je suis le dernier sage du village dont a pu parler le griot avant de rendre l'âme. Le dernier prophète dont le nom ne figure pas dans les livres saints parce qu'il n'y avait plus de pages. Je suis Kong, la voix qui éclaire la case la plus sombre du village. Là-bas, c'est pas ici. Ici, c'est pas là-bas. Mais avons-nous vraiment le choix entre nos réalités et leurs télé-réalités? Oh, Kobe! Oh, Kobe! Dites-moi combien de noirs dans la mer ont rendu l'âme. Et je vous dirai pourquoi elle est si salée. Dites-moi combien de noirs dans la mer ont versé des larmes. Et je vous dirai pourquoi elle est intarissable. Ils ont vécu sans vie au bord des navires pour offrir à l'Afrique le bonheur qu'elle mérite. Ils n'avaient que leurs larmes pour mouiller ce sol durci par le soleil. Pour étancher leur soif, ils n'avaient que gouttes de sueur et de sang dues au coup de fouet de leurs semblables noirs, récompense du travail abattu. Transpercés par la misère d'un cœur désert, le sacrifice et l'acharnement au travail ont fait d'eux des hommes et des femmes qui ont trouvé leur espoir dans la bravoure. Autrefois, ils y allaient malgré. Aujourd'hui, vous y allez de gré. Je dénonce au passage cette décision pas sage. L'Afrique est en larmes lorsque la mer par ses vagues ramène vos corps sans âme jusqu'au bord des plages. Parce qu'ici vous êtes mal nourris, vous pouvez tous partir, sauf moi. Là-bas, c'est pas ici. Ici, c'est pas là-bas. Mais avons-nous vraiment le choix entre nos réalités et leurs télé-réalités? Je resterai pour écouter le bruit des armes à défaut du son de nos tam-tams. Je resterai pour écouter gémissements, pleurs et cris des femmes et enfants dont pères et maris sont partis. Je resterai pour consoler vos femmes. Oui, je resterai pour consoler vos mères qui regrettent d'avoir souffert pour vous voir naître. Oui, je resterai pour leur dire qu'il n'est pas bête d'aller en Europe, mais qu'il est bête de ne pas y aller par la grande porte. Je resterai pour leur dire qu'il n'est pas bête d'aller amasser des fortunes, mais qu'il est bête d'oublier ses origines. Je resterai pour leur dire qu'il n'est pas bête de s'habiller en costume, mais qu'il est bête de penser qu'il est de notre coutume. Oui, je resterai pour leur dire qu'il n'est pas bête qu'un Africain naisse clair, mais qu'il est bête de se dépigmenter pour l'être. Je resterai pour leur dire qu'il n'est pas bête de savoir lire et écrire, mais qu'il est bête de ne pas connaître sa culture. Oui, je resterai pour leur dire que vous êtes tous partis, sauf moi. Avons-nous vraiment le choix entre la réalité et la télé-réalité que nous vivons? Là-bas, c'est pas ici. Ici, c'est pas là-bas.